Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta segunda conferencia del ciclo sobre Raúl Dufy y los orígenes de la vanguardia. Esta tarde tenemos con nosotros a la historiadora Claudine Gramont. Es una de las, tenemos muchísima suerte de tenerla con nosotros, es una de las historiadoras más brillantes francesas actualmente, que ha escrito e investigado sobre todo sobre el fauvismo. Ella hizo su tesis doctoral sobre la jeunesse du fauvisme en el año 2000 y luego ha seguido estudiando y ha participado en numerosas exposiciones que se han organizado sobre el tema del fauvismo y sobre estos primeros años del siglo XX. Por ejemplo, la exposición que se hizo en Chicago en el año 2010, Matisse Radical Invention, del año 1914 a 1917, que se hizo tanto en el MoMA como en Chicago, en el Art Institute of Chicago. También en el año 2012 participó en la exposición que se hizo sobre Gertrude Stein, los coleccionistas. Se titulaba Matisse, Cézanne, Picasso, l'aventure de Stein. También ha participado muy recientemente, en el 2013, en la exposición Matisse y los pintores fauvistas, que se organizó en la Albertina. Y bueno, es autora junto con Pascal Rousseau de un abecedario del fauvismo. También ha publicado, ha editado la correspondencia entre Matisse y Marquet y Matisse y Camois. También ha trabajado sobre el dibujo fauve en una exposición que se hizo en el año 2000. Y también sobre los dibujos de Auguste Rodin, más recientemente. Por otra parte, ella ha hecho la catalogación de la obra de Matisse en la Barnes Foundation, que se va a publicar en los próximos meses, y también está trabajando o está a punto de editar un diccionario de Matisse, creo. Bien, creo que es una suerte tenerla con nosotros y le doy la palabra sin más. Muchísimas gracias, Claudine. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi de m'avoir invité pour parler aujourd'hui d'Henri Matisse et son académie. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça va mieux comme ça? Peut-être comme ça. Voilà. Donc je m'excuse car je ne parle pas espagnol, enfin très mal, donc il vaut mieux que je m'exprime en français. Ce sera plus facile pour vous et pour moi. Je ne vais pas vous parler de Dufy, bien que Matisse et Dufy ont tous les deux fait partie d'un mouvement qu'on appelle le fauvisme, qui est considéré comme la première avant-garde du XXe siècle. Et ces avant-gardes avaient la particularité d'être des phénomènes qui ont été des phénomènes déjà internationaux. Donc déjà à l'époque, on ne pouvait pas parler de mondialisation, bien sûr, mais ce sont des mouvements qui se sont diffusés très rapidement, à la fois en Europe, mais aussi outre-Atlantique, notamment aux États-Unis. Ces phénomènes de diffusion de l'art moderne en Europe ont été beaucoup étudiés ces 10 dernières années. On fait l'occasion donc de quelques expositions et de nombreux travaux universitaires, nombreuses publications. Et ces phénomènes de diffusion de l'art moderne, ils vont s'appuyer essentiellement sur les collectionneurs, sur les marchands et sur les expositions. Alors je voudrais m'intéresser aujourd'hui avec vous à un aspect particulier qui est celui de la diffusion très rapide de l'œuvre de Matisse entre 1905 et 1914, diffusion qui s'est opérée à partir de l'Académie Matisse.
l'Académie Matisse a été fondée en 1908 à Paris. Paris était, au début du XXe siècle, la capitale des arts en Europe. Donc c'était un lieu où était concentrée toute la modernité, et quasiment tous les artistes étrangers qui voulaient savoir ce qu'il se passait dans l'art venaient à Paris pour voir les expositions. Donc nous allons voir comment l'Académie Matisse a participé à ce phénomène de l'avant-garde et de l'internationalisation de l'avant-garde, et aussi comment elle a contribué à forger la réputation de l'artiste en France et en Allemagne dans cette période entre 1905 et 1914. Donc pour commencer rapidement, je vais vous faire un petit flashback sur la naissance du fauvisme. Et un petit peu avant, même bon, pour vous resituer Matisse, il est né en 1869, il fait des études à l'Académie des Beaux-Arts à Paris, études qui se passent dans l'atelier de Gustave Moreau à Paris. Il termine ses études aux Beaux-Arts en 1997. Il décide de faire une carrière d'artiste indépendant. Il commence à exposer au Salon en 97-98, au Salon de la Société nationale des beaux-arts, et un petit peu plus tard, à partir de 1903, au Salon d'automne et au Salon des indépendants. Le fauvisme naît, le terme de fauve, en fait, apparaît au moment du Salon d'automne de 1905. À ce moment-là, ces salons sont de grandes en fait, foires, comme on pourrait être une foire d'art contemporain aujourd'hui, où tous les artistes de l'époque ont donc été présentés. La particularité du Salon d'automne, c'est qu'il y avait aussi des artistes étrangers, espagnols par exemple, ou alors allemands. Dans ce Salon d'automne de 1905, il y a une petite salle où sont réunis quelques artistes autour de Matisse qui a présenté La femme au chapeau. Donc sont présentés dans cette salle, salle numéro 7, Matisse, Derain, Vlaminck, par exemple, Manguin, Marquet ou Camoin, qui sont des artistes qui sont représentés ici au musée. Et donc, autour de cette femme au chapeau sont représentés par des tableaux très colorés de ces artistes qui sont essentiellement des tableaux qui ont été peints durant la saison d'été, notamment à Collioure, comme vous voyez ici un exemple de Derain. Louis Vauxhall, un critique d'art assez connu de l'époque, rentre dans cette petite salle et il voit le tableau de Matisse et il dit c'est Donatello, car il y avait une petite sculpture blanche au milieu de la salle, blanche, c'est Donatello dans la cage aux fauves. D'où, après, le terme de fauvisme qui a été repris pour désigner ces artistes traditionnellement au fur et à mesure des salons. Ce qui est intéressant, c'est que, ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que dans la salle qui précédait la salle 7, était accroché ce tableau, cette grande jungle du douanier Rousseau, qui est aujourd'hui chez Beyeler. Et on peut bien imaginer que c'est à partir de là que le critique Vauxhall a inventé son bon mot, qui a donné donc après le terme de fauve. Voilà, c'était un petit point pour vous introduire le fauvisme et comment le terme de fauvisme est apparu. À partir de ce moment-là, Matisse a été considéré comme le chef de file des fauves. Alors, j'en reviens à notre internationalisation de l'avant-garde. Donc, Matisse, qui est né en 1869, fait partie d'une génération qui est celle qu'on appelle cette génération de la revanche. Donc il naît juste après la guerre de 1870, dans les guerres franco-prussiennes. Il ne parle pas l'allemand, il ne le comprend pas. Par contre, il s'intéresse, comme beaucoup d'artistes de sa génération, à la culture allemande. Donc, suivant la vague wagnérienne, il va y avoir à cette époque-là une vague
qu'on pourrait appeler de nietzschéenne, et il va s'intéresser, tout comme Derain, par exemple, aux écrits de Nietzsche. Ils sont aussi intéressés par des philosophes tels que Kant ou Schopenhauer. Bien sûr, Matisse n'a pas lu tout Kant ni tout Schopenhauer, mais ce sont des éléments qui l'intéressent dans sa réflexion esthétique. Comment a-t-il eu contact avec l'Allemagne? D'abord, à travers ses collectionneurs, ces premiers collectionneurs qui sont les Stein. Les Stein sont des collectionneurs américains. Ils vont acheter dès 1905 Matisse et notamment La femme au chapeau que vous venez de voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces Américains originaires de San Francisco ont des origines allemandes, donc parlent et lisent couramment l'allemand. Dans leur appartement de la rue de Fleurus, à Paris, ils vont tenir salon. Quasiment en fait, tous les artistes étrangers qui viennent à Paris, qu'ils soient américains ou allemands ou danois ou tchèques, s'ils veulent être à la pointe de la modernité, on vient voir le salon des Stein. Dans le salon des Stein sont accrochées des œuvres de Matisse. Vous voyez ici, par exemple, un exemple avec les Stein, Matisse et un autre personnage très important pour nous qui s'appelle Hans Purmann, qui est un artiste allemand qui va faire partie de l'Académie Matisse et qui va accompagner Matisse dans ses voyages en Allemagne. Matisse va faire 3 voyages en Allemagne entre 1908 et 1910. Un premier voyage en 1908, qui est plutôt un voyage d'agrément. Donc il se rend à Munich, il s'amuse et bien sûr, surtout d'une manière plus sérieuse, il va voir les musées. Ensuite, dès l'année suivante, il va à nouveau se rendre, mais cette fois, donc il va à nouveau se rendre à l'Allemagne, mais cette fois à Berlin, pour assister à l'ouverture de sa première exposition à la galerie Cassirer, exposition qui aura lieu en janvier 1909 et qui a duré 3 semaines et qui montrait 31 de ses œuvres, peintures, dessins et sculptures, notamment le nu bleu qui appartenait alors à Leo Stein, la coiffure, qui appartenait également au Stein, mais aussi la desserte rouge, qui était sur son trajet pour rejoindre Moscou, car elle venait d'être acquise par un des grands collectionneurs aussi de l'époque, grand collectionneur russe, qui s'appelait Tchoukine. Donc voilà ce qu'on pouvait voir déjà de Matisse à la galerie Cassirer en 1909. Cette exposition a été bien sûr très remarquée et peu appréciée, même de la part des artistes. Notamment, je cite par exemple un artiste allemand fort connu qui s'appelle Beckmann, qui, je cite, dit « Les tableaux de Matisse m'ont déplu au plus haut degré, une insolence éhontée. » Également, on sait que Kirchner et Pechstein ont vu l'exposition. Ils remarquent que Matisse est très sauvage. J'ai remarqué dans la chronologie de l'exposition Dufy que Dufy, lui aussi, vous voyez, tous ces artistes se déplaçaient beaucoup. Dufy, lui aussi, se rend à Munich en 1909, mais à la fin de l'année. Il l'expose dans ces mêmes galeries, dans ces mêmes expositions. Matisse se rend encore une fois en 1910 à Munich, mais cette fois pour voir la grande exposition d'art décoratif musulman. C'est une des premières très très grandes expositions consacrées à cette forme d'art. Ils sont représentés plus de 3000 objets, des tapis, des céramiques et des miniatures. Matisse se rend spécialement à Munich pour voir l'exposition, car à ce moment-là, il s'intéresse beaucoup
à l'art, enfin il commence à s'intéresser beaucoup à l'art oriental. Cet intérêt pour l'art oriental va se traduire assez vite dans son œuvre. Donc je vous le montre, on voit bien que Matisse s'oriente déjà vers une forme d'art qui va être dit décoratif, c'est-à-dire qu'il va intégrer une logique décorative dans sa propre esthétique. Il dira lui-même qu'il veut s'éloigner de la peinture de Chevalet pour peindre des grands formats et pour surtout envisager la peinture non plus comme une représentation illusionniste, mais plus comme quelque chose qui va adhérer, qui va agrandir l'espace du mur. J'avais intégré à mon diaporama la nature morte Séville 1 qui est peinte juste après le séjour de Matisse à Munich, puisque cette même année, il se rend en Espagne, à Madrid, à Séville, mais aussi à Grenade, où il visite l'Alhambra, toujours motivé, bien sûr, pour ce même intérêt pour les arts de l'Orient. La diffusion de l'œuvre de Matisse, ça c'était pour vous montrer aussi vraiment l'orientation à partir de 1910 de Matisse vers une esthétique vraiment très décorative qui va fonctionner sur l'aplat et intégrer justement des éléments d'art orientaux. Donc vous voyez ici par exemple un tissu. Alors, il faut vraiment le savoir, hein. C'est pour ça que je vous le montre. Ici, c'est un tissu iranien que Matisse avait dans sa collection et qu'il a, vous voyez, intégré dans sa composition qui était donc sur son mur. Cette composition représente l'atelier de Matisse à Issy-les-Moulineaux. Et vous voyez ici également une céramique qu'a faite Matisse, car à l'époque, il n'a non seulement peint, mais et sculpté aussi, mais il s'est aussi beaucoup intéressé au travail de la céramique. Donc, je vous en montre quelques exemples, et notamment l'assiette que vous venez de voir, qui est aujourd'hui conservée au MoMA. Alors, la diffusion de l'œuvre de Matisse en Allemagne se fait à travers des expositions. À ce moment-là, en Allemagne, l'art français est surtout diffusé. Ce qui est considéré le plus moderne, c'est bien sûr l'art de Cézanne, de Van Gogh aussi, ou de Manet, et bien sûr de Gauguin. Donc Matisse arrive sur la scène allemande en même temps que Cézanne. Les artistes allemands vont découvrir Matisse quasiment en même temps que Cézanne. Cette concordance chronologique est intéressante à remarquer, je pense. Donc Matisse, par l'intermédiaire de ces galeries, qui sont des galeries très internationales à l'époque, va commencer donc à exposer dans des expositions collectives en Allemagne et continuer aussi à exposer dans les galeries qui vont lui acheter son œuvre, comme celle de Cassirer. Il va participer, voilà par exemple, à une exposition noir et blanc chez Cassirer en 1907, et vous voyez quelques-unes de ces gravures sur bois, notamment le grand bois en haut à droite, et vous voyez bien avec cette gravure de Kirchner qu'on peut faire un rapprochement tout à fait direct entre ces deux types d'expression artistiques. Sans même parler d'influence, il est évident que c'est la circulation des œuvres a impliqué une circulation des regards et donc une circulation aussi des modes d'expression. Il participe également à la grande exposition de la Sécession de Berlin en 1910 avec ses deux œuvres, la Marguerite au chat noir qui vient d'entrer dans les collections publiques françaises et le Garçon au filet de papillon dont vous voyez ici une caricature dans un journal allemand assez amusant qui montre Matisse en Herr Professor. On va voir cette figure de Matisse en Herr Professor aussi tout à l'heure. Donc c'est déjà à l'époque où il a ouvert son académie.
toujours encore une autre exposition qui a été une des grandes expositions d'art international de l'époque en Allemagne. L'exposition du Sonderbund de Düsseldorf en 1910, où sont montrés de Matisse les baigneuses à la tortue et le nu au linge blanc que vous pouvez voir. Donc vous voyez ici les baigneuses à la tortue et le nu ici. Cette grande exposition, c'est vraiment un des modèles des expositions internationales telles qu'on les concevait à l'époque, et donc était montré à la fois des œuvres de Matisse, mais aussi de Gauguin, de Van Gogh, de Cézanne. A été montré donc en 2012 à Cologne. Il y a eu une grande exposition qui a repris, qui a essayé de réunir les œuvres qui étaient montrées à ce moment-là, et c'était tout à fait étonnant. Et la dernière exposition allemande dont je voulais vous parler était une exposition, cette fois une exposition uniquement Matisse à la galerie Fritz Görlitz en 1914. Exposition qui a commencé au printemps 1914, donc juste avant la déclaration de guerre. Exposition à laquelle les Stein avaient prêté quasiment toutes leurs œuvres de Matisse, en tout cas une grande partie de leur collection, œuvres qui vont connaître un destin fatal, en tout cas pour les Stein, puisqu'elles vont, pendant la guerre, la déclaration de guerre a lieu pendant l'exposition, et par conséquent, les œuvres sont confisquées par les autorités allemandes. Et elles vont rester sur le territoire pendant toute la durée de la guerre, enfin une grande partie de la durée de la guerre. Et en 1917, elles vont être mises en vente et achetées par différents collectionneurs, dont un collectionneur, pour la raie verte, ici, elle est achetée par Tetzenlund, et donc elle est aujourd'hui à Copenhague, où le Madras rouge, qui est aujourd'hui à la Barnes Foundation, a également été acheté par Tetzenlund et racheté après par Barnes, de même que la nature morte bleue. Je vais maintenant vous parler de quelques-uns des collectionneurs allemands de Matisse. Alors, les premiers collectionneurs de Matisse sont des collections étrangères pour la plupart. Le seul réel et grand et important collectionneur français à l'époque de Matisse était Marcel Sembat, qui était un député socialiste qui a par la suite légué sa collection au musée de Grenoble. Donc vous pouvez voir la collection Sembat au musée de Grenoble en France. Donc vous voyez, dans ces phénomènes d'internationalisation, le fait que ce soit des collectionneurs étrangers qui se soient d'abord intéressés à Matisse a été bien sûr un fait absolument décisif pour l'orientation de sa carrière et pour la connaissance qu'on a pu avoir à cette époque de Matisse. Alors, un de ces Allemands qui a apprécié très tôt Matisse était Karl Ernst Osterhaus, qui s'était fait construire une maison qu'on peut aujourd'hui visiter. C'est à côté de Cologne. Il s'est fait construire une maison par un grand architecte belge qui s'appelait Henri van Velde. Et pour décorer sa véranda, il va commander à Matisse un triptyque en céramique que vous voyez. Pardonnez-moi, cette photo est très mauvaise. Mais vous voyez, ce triptyque, Nymphe et Satyre, était donc commandé et Osterhaus l'a accroché dans son jardin d'hiver. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va acheter également à Matisse la nature morte aux asphodèles et les baigneuses à la tortue. Osterhaus est particulièrement important parce qu'il va aussi, dès 1907, avoir l'initiative d'un musée d'art moderne à Hagen. Donc c'est dans la région de la Ruhr. Et donc dans ce musée de Hagen, il va montrer beaucoup d'artistes modernes, donc notamment
Matisse ou bien Rodin ou bien Manet, je crois. Donc c'est un endroit très important pour les artistes allemands, assez nombreux, qui viennent visiter ce musée de Hagen. La collection sera confisquée par les nazis dans les années 30. Et ce tableau, Les baigneuses à la tortue, qui est aujourd'hui au musée de Saint-Louis, par exemple, en ce qui concerne ce tableau, elle sera vendue aux enchères en 1939. Grande vente d'art dégénéré, d'art dit dégénéré par les nazis, donc en 1939, et rachetée par l'intermédiaire du fils de Matisse, le grand galeriste new-yorkais Pierre Matisse, qui va donc en faire l'acquisition pour un grand collectionneur, Pulitzer, qui va ensuite le céder ou le donner, en faire don, au musée de Saint-Louis. Autre figure importante parmi les collectionneurs de Matisse, Hugo von Tschudi, qui est à l'initiative, lui, de la grande collection d'art moderne du musée de la Neue Pinakothek de Munich. Et il va commander à Matisse la nature morte au géranium, certainement pas par hasard, puisque était déjà dans la collection ce tableau de Cézanne. Aujourd'hui, les deux tableaux sont toujours exposés dans la même salle au musée de Munich. Et juste pour l'anecdote, ici, ce vase cloisonné chinois qui a été retrouvé à l'occasion de l'exposition sur les Stein, qui est toujours dans la collection des héritiers, et qui est ce vase-là. Donc peut-être que c'était un clin d'œil de Matisse au Stein. Même sûrement. Alors j'en viens maintenant à la deuxième partie de cette conférence qui concerne donc l'Académie Matisse proprement dite et le rôle de cette académie dans l'internationalisme artistique dans cette période d'avant-guerre. Donc au départ, l'idée de l'académie est une idée qui est venue des Stein. Ce sont eux, ainsi que Pourman, ainsi que Oscar et Greta Moll, qui étaient également des collectionneurs de Matisse et qui étaient artistes, qui en ont eu l'idée, c'est-à-dire qu'ils ont suggéré en fait à Matisse d'ouvrir cette académie dans un nouvel atelier qu'il vient de prendre au boulevard du Montparnasse. Alors, le moment est assez choisi de la part de Matisse, puisque nous nous trouvons en 1908. 1908, c'est le moment où on commence à voir apparaître le cubisme. Donc Matisse, considéré comme le chef de file des fauves, a besoin à ce moment-là vraiment d'asseoir sa réputation. Il a besoin aussi d'un fondement théorique. Donc, quel meilleur moyen que de fonder une académie et aussi, la même année, 1908, de publier ce qui sera son manifeste, Les notes d'un peintre. Nous allons en parler après. Donc, vous voyez ici Matisse entouré de ses élèves. Donc, la plupart des élèves de Matisse sont des élèves étrangers. Il n'y a que 2 Français dans cette académie. De nombreux Allemands et beaucoup d'élèves aussi danois et quelques élèves russes. On remarque aussi, vous le remarquez sur la photo, qu'il y a des femmes, alors qu'à l'époque, il était très rare que les académies mixtes n'existaient pas. Donc l'académie va comprendre à peu près entre 1908 et 1910, puisqu'elle se termine à la fin de l'année 1910, un peu plus d'une centaine d'élèves. On sait assez peu de choses de cette académie Matisse. C'est
on a quelques témoignages, notamment celui de Sarah Stein, qui avait pris des notes pendant les leçons de Matisse, notes qui ont été publiées en 1951 par Alfred Barr, qu'on a retrouvées aussi au moment de l'exposition Stein, les petits carnets, donc elle prenait des notes pendant les cours. On sait par exemple que Matisse, en fait, comme quasiment tous les maîtres de l'époque qui avaient une académie, donc il fait travailler les élèves et puis il vient 1 ou 2 fois par semaine pour faire sa correction. En fait, il les lance sur des sujets et puis il vient les corriger. Il y avait deux cours, un cours de peinture et dessin et un cours de sculpture, comme vous le voyez ici. C'était un apprentissage, semble-t-il, qui était plutôt traditionnel, c'est-à-dire qu'il va enseigner d'abord le travail d'après-modèle par le dessin, et puis seulement après le travail par la couleur. Donc il insiste beaucoup sur ces étapes. D'abord, on va travailler le dessin et ensuite la couleur. Pourquoi il va insister sur cette nécessité de savoir dessiner avant de savoir peindre? Pourquoi ? Parce que nombre d'élèves qui viennent à l'Académie Matisse, ils sont tellement attirés par Matisse le Fauve qu'ils veulent tout de suite faire de la couleur, ils veulent tout de suite faire du Matisse. Et c'est déjà à ce moment-là quelque chose qui va commencer à gêner Matisse, et c'est une des raisons pour lesquelles il va d'ailleurs arrêter son académie en 1910 parce qu'il considère que trop de ses élèves veulent le copier plutôt que d'apprendre à être eux-mêmes. Donc ça le gêne énormément. Voilà un exemple, Greta Moll, qui est donc élève de Matisse. Je vous montre par exemple une des peintures de Greta Moll, et c'est vrai que quand on considère les peintures des élèves de Matisse à ce moment-là, on ne peut que remarquer la proximité à la fois des sujets et de l'usage de la couleur, la proximité avec Matisse. Autre élève de Matisse que peint Matisse, ici dans ce magnifique portrait de 1911, Olga Merson, qui est une élève russe et qui est très importante car Olga Merson avait suivi les cours de Kandinsky à Munich. Donc elle faisait partie du groupe d'élèves de Kandinsky, et donc elle a été certainement un lien entre Kandinsky et Matisse, ou entre Jawlensky et Matisse. Cela d'autant que Olga Merson a une relation privilégiée avec Matisse. Elle est non seulement élève de Matisse, mais elle est amie aussi de la famille Matisse. Je vous montre là quelques caricatures amusantes qui montrent l'Académie et les élèves de Matisse. D'une manière générale aussi, Matisse prodigue un enseignement de la couleur. Il enseigne notamment la théorie scientifique des couleurs à partir des travaux d'Otgenrud ou de Chevreul ou encore de Delmos. Ce qui aura un impact important sur certains de ses élèves, comme les futurs synchromistes élèves américains Patrick Henry Bruce ou Léopold Survage ou Max Weber, dont vous avez, j'ai vu tout à l'heure en parcourant les salles, quelques exemples ici au musée à Thyssen. Vous avez des tableaux, il y a 2 tableaux, un de Max Weber et un de Patrick Bruce. Alors on connaît, en fait, on a souvent tendance à oublier que ces synchromistes, qui ont fait partie donc de la première vague d'abstraction autour de la couleur, ont été des élèves de l'Académie Matisse. Ce qui est intéressant aussi dans l'enseignement de Matisse, et ce qui est important, c'est que Matisse a une petite collection de tableaux, et il a aussi une collection qu'il a commencée en 1906 d'art africain, ce qu'on appelait à l'époque l'art nègre.
Et donc, il va montrer à ses élèves en même temps des arts primitifs et Cézanne. Donc, vous voyez, le rapport des deux est quelque chose de très important. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel Matisse réfléchit beaucoup à ce moment-là. Rapport qui est évident, d'ailleurs, dans ce tableau, la musique, qui est une des grandes commandes de Tchoukine, son collectionneur russe, ou dans la danse de 1910. Je vous montre ces deux tableaux aussi. Pourquoi ? Parce que ce sont les tableaux que Matisse peignait quand il avait son académie, et donc que certains de ses élèves ont pu voir en cours d'élaboration. La plupart des élèves de Matisse venaient d'une petite colonie, si on peut appeler ça comme ça, allemande, qui avait pour coutume de se réunir dans un café du boulevard Montparnasse qui s'appelait le Dôme. Donc on les appelait, ces Allemands du Dôme, on les appelait même les Daumiers. Alors, qui fréquentait ce café ? C'est assez intéressant. Donc, bien sûr, il y avait les Stein, il y avait Pourmann, il y avait les Moll, mais il y avait aussi, par exemple, Wilhelm Uhde, qui est allemand et qui va devenir un des collectionneurs marchands de Picasso. Vous aviez aussi Jules Pasquin, qui est un artiste qui va s'implanter à Paris, un grand dessinateur, ou Éric Klossowski, qui est le père de Balthus, et bien d'autres encore. Apollinaire écrit d'ailleurs que c'est au Dôme que se décide l'admiration que l'on professera en Allemagne pour tel ou tel peintre français. C'est-à-dire qu'un artiste allemand qui vient à Paris, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient au Café du Dôme. Ou un marchand allemand qui vient à Paris, il vient au Café du Dôme pour savoir qu'est-ce qu'il faut acheter, à qui il faut s'intéresser. Donc, je vous montre quelques photos de ces daumiers. Donc, vous voyez à droite Hans Pourmann, ici, que vous reconnaissez, qui est l'ami, l'interprète de Matisse, celui qui va largement contribuer à renforcer ces rapports franco-allemands en ce qui concerne Matisse. Donc, autre point important dans cette diffusion de Matisse en Europe, en dehors de l'académie, ce sont les notes d'un peintre. Donc, cette même année 1908, en décembre 1908, Matisse publie un texte important dans une revue française qui s'appelle La Grande Revue, et ce texte se nomme « Les notes d'un peintre ». Donc, c'est considéré, ce texte, comme le grand texte fondateur de l'esthétique maticienne. Donc, je vous rappelle, en 1908, c'est vraiment le moment où va apparaître la première rivalité entre Picasso et Matisse, ce que dira par exemple Gertrude Stein. C'est là qu'on voit le combat entre ce qu'elle appelle les picassoïstes et les matiscistes. D'ailleurs, plusieurs des proches de Matisse, comme Derain ou Dufy, qui étaient au départ dans le groupe de Matisse parmi les fauves, vont à ce moment-là, en 1908, rallier plutôt le mouvement qu'on va appeler le cubisme. Donc il était temps pour Matisse d'affirmer son point de vue à travers un grand texte théorique. Ce texte, ce serait trop long et sûrement trop abstrait, il faudrait le lire point par point. C'est un texte qui est assez dense et compliqué, en fait, mais il insiste sur un point qui est, me semble-t-il, très important pour comprendre Matisse et l'impact qu'il a eu en Allemagne.
il insiste beaucoup dans son texte sur la théorie de l'expression. Il dit que l'expression, en fait, ne sera pas plus en fait, dans la gestuelle ou dans la mimique, un visage grimaçant qui va dire la joie ou la tristesse. Ce sont des choses qu'on exprime traditionnellement en peinture à travers les mains ou le visage. Cette expression, pour Matisse, va être quelque chose de beaucoup plus abstrait, qui va être dans toute l'organisation en fait, formelle du tableau, c'est-à-dire l'organisation des masses colorées entre elles. C'est-à-dire que ici, par exemple, dans le madras rouge, que je vous montre ici, c'est l'expression, vous voyez que ce visage, le visage de Madame Matisse, a peu d'expression. Toute l'expression en fait, de douceur et la grande force du portrait, elle vient essentiellement de l'organisation des couleurs. Organisation des couleurs dans la surface, mais organisation aussi des couleurs, ce qui est plus subtil, dans l'épaisseur. Car le rouge, ici, que vous voyez du madras rouge, est aussi la couleur qui est sous-jacente au bleu, du fond bleu du personnage. Mais pour sentir cette présence, il faut être en face du tableau. Je vous montre ce tableau, car ce tableau s'appelait justement, quand Matisse l'a présenté au salon, il l'a appelé « Tête d'expression ». Donc c'est un tableau qui a été très important pour l'époque. Autre point important dans ce texte, Matisse va insister à plusieurs reprises sur la nécessité de dépasser l'impressionnisme. Il le dit plusieurs fois. Dépasser l'impressionnisme pour aller où ? Pour aller dans une dimension artistique qui va être plus spirituelle, moins empirique, moins positivisme. On va se diriger vers une forme d'expression qui sera plus spirituelle. C'est ce qui va intéresser beaucoup Kandinsky. Alors il faut savoir que les notes d'un peintre vont avoir un grand impact international parce qu'elles vont être traduites très vite dans plusieurs langues. Elles sont traduites dès 1909 en allemand et publiées dans le Kunst und Künstler de mai 1909. Elles sont traduites aussi la même année dans une revue moscovite très connue qui s'appelle La Toison d'Or, qui est aussi un salon à l'époque. Vous voyez ici ce numéro 1909. Elles sont également traduites en anglais en 1910, même en japonais. En espagnol, je ne sais pas, mais peut-être. C'est tout à fait possible qu'elles aient été traduites aussi et publiées dans une revue, puisqu'il y avait des revues d'avant-garde en Espagne. La publication des notes d'un peintre dans le Kunst und Künstler, je m'y arrête juste un petit moment. Il est intéressant de remarquer que dans cette publication, Matisse est présenté comme un héritier de l'impressionnisme. Il est présenté dans les pages de la revue conjointement, donc ses œuvres sont reproduites avec des œuvres de Manet, Le Bomboc, de Sisley ou de Cézanne. Donc on le considère, certes, il est fauve, mais on ne parle pas encore tout à fait de fauvisme. On parle plutôt d'impressionnisme à son égard. Donc je vous cite un extrait, un petit passage du texte, qui est sur la page de garde. Nous écoutons ici, avec un très grand plaisir, les propos d'un épigone ambitieux qui essaye de penser ce que les autres ont senti, qui veut prouver à soi-même et aux autres la mathématique de l'espace qui se trouvait avant dans la sensation des impressionnistes, qui veut faire cette preuve par rapport à soi-même et aux autres, qui veut annoncer cette idée du style et qui veut s'approcher du Laocoon de Lessing à travers des voies modernes. Puisque Matisse représente en quelque sorte la jeune école française, ces théories ont une signification programmatique.
un artiste de la génération de 1870 n'aurait jamais dit que son art serait un calmant cérébral. C'est ce que dit Matisse dans les notes d'un peintre. Et dans ce paradoxe se révèle également, comme dans d'autres phrases, la tendance décorative et architectonique de ce nouvel art, et même son caractère d'art décoratif. Fin de citation. L'auteur donc reproche à Matisse l'importance qu'il accorde à ce formalisme décoratif, et il lui reproche aussi de négliger la portée intellectuelle et philosophique de l'art que l'on considère alors comme lié au sujet en Allemagne. La parution allemande des notes d'un peintre est très remarquée. Dans la préface de la 3e exposition de la Neue Sensation, à laquelle participaient de nombreux artistes de la Die Brücke, le critique allemand Max Raphael reprend les grandes lignes du texte des notes d'un peintre. Il reprend notamment des notions comme celles de condensation ou d'expression. Alors, il écrit « Les jeunes artistes de tous les pays ne tirent pas plus leurs règles de l'objet, dont les impressionnistes cherchent à atteindre l'impression par le biais de la peinture pure. À la place, ils pensent au mur et pour le mur uniquement par la couleur. Ils ne veulent plus reproduire la nature dans chacune de ses manifestations. Ils condensent plutôt leurs sensations personnelles de l'objet. Ils la synthétisent dans une expression caractéristique, de telle façon que leurs sensations personnelles soient assez fortes pour produire une peinture murale, une décoration colorée. » Donc vous voyez dans ce texte, qui est un texte donc, d'une présentation à une exposition en Allemagne, texte où exposent des artistes allemands, des artistes de la Die Brücke, donc du pont en français. Vous voyez donc qu'on a déjà une très bonne connaissance à la fois des œuvres de Matisse, mais aussi de sa théorie. Les notes d'un peintre sont aussi très remarquées. Ah, pardon, j'aurais dû vous produire le texte. Elles sont aussi très remarquées dans les cercles de ce qu'on appelle la NKVM, la Nouvelle Association des artistes de Munich. Ce cercle a été fondé en 1908 par des artistes autour de Kandinsky, Franz Marc, Auguste Macke, des artistes munichois. Par exemple, ce qui prouve que ces artistes ont remarqué les notes d'un peintre, il existe une lettre de Franz Marc à Maria Frank du 31 janvier 1911. Il approuve les notes d'un peintre, peu de temps d'ailleurs après qu'il ait rencontré Jawlensky et Kandinsky, et il explique la nécessité de simplifier le contour pour exprimer la forme et son mouvement, et prend par exemple, pour expliquer la nécessité de cette signification, il prend l'exemple d'un vase grec. Et il termine sa lettre en lui disant de réfléchir à ce que Matisse répétait sans cesse à propos du dessin, de l'importance du point et du papier blanc. Pour comprendre, il faut lire les notes d'un peintre. En ce qui concerne Kandinsky, donc est d'origine russe, mais il a passé les premières années du XXe siècle à Paris. Il fait partie, par exemple, de la Société du Salon d'automne. Il expose au Salon d'automne régulièrement, donc il connaît bien l'œuvre de Matisse. Il connaît aussi très probablement Matisse par l'intermédiaire de Olga Merson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est élève de Matisse. On sait qu'il a vu et apprécié le Matisse de von Tschudi, La nature morte au géranium, que vous avez vu tout à l'heure. Et qu'il a vu, en plus, comme il est russe, il a vu à Moscou les grands Matisse, la danse, la musique.
il les a vus lors d'une visite à Moscou en 1910. C'est après avoir lu les notes dans leur traduction allemande qu'au début de l'année 1910, Kandinsky va s'adresser directement à Matisse. Il lui écrit pour lui demander un texte pour la nouvelle revue qu'il a initiée avec ses amis, ses camarades, notamment Franz Marc, qui est l'almanach du Blaureiter. Il demande à Matisse un texte pour cet almanach, mais Matisse refuse. Pour Matisse, il a publié de manière assez exceptionnelle ces notes d'un peintre. L'enjeu théorique pour Matisse se trouve essentiellement dans la peinture. Il dit, d'ailleurs, le tout début de son texte dit qu'il faudrait mieux ne pas, qu'un peintre, qu'un artiste ferait mieux de se couper la langue, en fait, qu'il ferait mieux de s'exprimer toujours par sa peinture et non à travers l'écriture. Ce qui explique sans doute pourquoi il a refusé. Toutefois, dans cet almanach du Blaureiter seront illustrées la danse et la musique. 2 ans plus tard, dans un texte très important de Kandinsky, du spirituel dans l'art, qui est publié chez Piper à Munich, Kandinsky se réfère très directement à Matisse. Il écrit « C'est également de ce nom », il parle de l'image. Donc dans l'idée de Kandinsky, l'image, c'est l'icône. C'est également de ce nom, image, que l'un des plus grands peintres français désigne lui aussi ses œuvres, Henri Matisse. Il peint des images, et dans ces images, il cherche à rendre le divin. Pour atteindre ce but, il ne lui faut rien de plus que l'objet comme base, un homme ou autre chose, peu importe. Et la peinture est ses seuls moyens, couleur et forme. Donc vous voyez déjà un rapport assez direct avec l'abstraction, selon Kandinsky, puisque c'est le moment, 1912, où Kandinsky va se tourner vraiment vers une abstraction assez radicale. Il émet toutefois quelques réserves à l'égard de Matisse, remarquant qu'il, comme Debussy, longtemps, il n'a pas su se libérer de la beauté conventionnelle. Il a l'impressionnisme dans le sang. Ainsi, on trouve chez Matisse, parmi les images d'une très grande vie intérieure, créée sous l'impulsion d'une grande nécessité intérieure, des toiles exécutées à la suite d'une excitation extérieure ou en raison d'un stimulant tout extérieur, et l'on pense alors à Manet, et qui n'ont en partie ou exclusivement qu'une vie extérieure. Donc, vous voyez, dans ce passage du spirituel dans l'art, que finalement Kandinsky reproche à Matisse. Il remarque qu'il est certes très spirituel dans son art, mais peut-être pas assez. Il manque de vie intérieure, il est trop extérieur. C'est un reproche que l'on fera de manière assez fréquente à Matisse, et qui est à mon avis injuste, ou en tout cas une incompréhension. L'Académie Matisse, donc, je vous le disais tout à l'heure, ferme en 1910. Elles ont donc eu une vie assez brève. À ce moment-là, Matisse a dû déménager à Issy-les-Moulineaux, où il prend un atelier. Et il a déménagé dans cette maison d'Issy pour répondre surtout aux commandes de ces collectionneurs russes, qui sont des grands formats. Le bilan de l'Académie est plutôt mitigé. D'un côté, Matisse est déçu, car de son propre aveu, il n'a pas su vraiment se faire comprendre de ses élèves. Donc, je vous le disais tout à l'heure, trop de ses élèves pensaient qu'ils allaient avoir dû mettre des recettes miraculeuses pour pouvoir faire de la peinture fauve, ce qui n'était pas le cas. Et puis,
en même temps, l'impact de l'Académie a été important, puisque c'est un impact qui est arrivé en même temps que celui des notes d'un peintre, et qui donc a contribué à renforcer la réputation internationale de Matisse. Donc nous sommes en 1910, et donc à un moment assez particulier de l'histoire, puisque entre 1910 et 1914, il va y avoir une montée très nette des nationalismes. C'est-à-dire que ce phénomène de l'internationalisme, qui avait pu être la formulation d'un espoir en fait européen, va commencer à sombrer. Et de plus en plus, on va voir apparaître des formes de rivalité franco-allemande, surtout après la crise des Balkans. Matisse, donc, qui était considéré de par son académie comme étant l'un des symboles du cosmopolitisme parisien, comme étant l'un des symboles de ces phénomènes d'internationalisme, va commencer à être justement montré du doigt. On va commencer à considérer que mais Matisse, qu'est-ce qui s'intéresse à Matisse à part les Allemands ou les étrangers? Alors pour comprendre cette histoire, il faut remonter un petit peu avant, à 1905 notamment, où justement dès la naissance du fauvisme, Matisse et ses camarades fauves avaient été en fait la cible d'une partie de la critique française, qui était une partie de la critique qui était plutôt réactionnaire et qui appartenait à un mouvement de pensée qui portait donc les idéaux nationalistes de l'action française, notamment un mouvement de pensée dont une des figures les plus importantes, des figures de la littérature française les plus importantes de l'époque était Charles Maurras. Et cette critique a été très forte, très présente à l'époque, et notamment par l'intermédiaire d'un artiste qui était aussi critique d'art, qui s'appelait Maurice Denis. Et Maurice Denis a commencé à adhérer à l'Action française justement à partir de 1905. Et je pense que Le bonheur de vivre de Matisse est une réponse de Matisse à Denis et aux critiques réactionnaires qui avaient tenté de remettre en avant un renouveau du classicisme. Vous voyez que ce tableau du bonheur de vivre est une espèce de parodie du classicisme, c'est-à-dire qu'il utilise le langage allégorique, mais de manière très parodique, un peu à la manière de Picasso, qui d'ailleurs peint Les Demoiselles d'Avignon juste après avoir vu Le bonheur de vivre de Matisse. Et ce, juste après la grande rétrospective Ingres, qui avait justement eu lieu au Salon d'automne de 1905. À la suite donc de ces épisodes, ces replis nationalistes n'ont cessé de s'accentuer à partir de 1908, et ce jusqu'en 1914. Face à ces nationalistes français, il y a aussi eu, au contraire, des gens qui ont milité en faveur de l'internationalisme et du pacifisme. Ils ne voulaient pas d'une guerre, mais cette guerre, on l'attendait malgré tout. Et parmi ces grands représentants du mouvement internationaliste et pacifiste, il y avait justement le collectionneur français de Matisse, qui était Marcel Sembat, qui était député socialiste et proche du socialiste Jaurès. C'est très important de comprendre ce contexte politique pour comprendre comment aussi Matisse s'est inscrit finalement
Matisse et sa réputation, ça s'inscrit dans ce contexte politique de l'époque. C'est justement dans ce contexte politique qu'a lieu une affaire qu'on appelle l'affaire de la Couronne. Alors, comment cette affaire, que j'appelle l'affaire de la Couronne, a eu lieu? Donc, en rentrant de son exposition allemande en 1909, à son retour donc de Berlin en janvier, Matisse revient à Paris. Il est plutôt désespéré parce que l'accueil de l'exposition n'est pas bon en Allemagne, il est très critiqué. Et il reçoit d'un ami, d'un byzantinisme américain, ami d'Einstein, qui s'appelle Thomas Whitmore. Il reçoit chez lui, dans son appartement parisien, une couronne de laurier qui portait l'inscription « À Henri Matisse, le vainqueur du champ de bataille de Verdun ». Alors, ça peut avoir l'air très anecdotique, et Gertrude Stein, dans ses souvenirs, va souligner l'épisode. Elle va rapporter aussi que Madame Matisse, mais ça c'est pour la petite histoire, sera très contente d'avoir des feuilles de laurier pour pouvoir faire sa soupe, parce que Madame Matisse était très pragmatique. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette couronne, finalement, va servir de point d'attache à des critiques à l'encontre de Matisse. Et donc cette histoire de couronne va être reprise dans la presse. Et elle va être reprise et on va de plus en plus appeler Matisse le roi des fauves, mais le roi des fauves qui aura été vendu aux Allemands. Donc ça va être un sarcasme de plus en plus courant. Par exemple, lors de l'exposition Matisse de 1910, à la galerie Bernheim-Jeune, il y a une grande exposition des tableaux de Matisse, exposition monographique. Et dans son compte-rendu de l'exposition, Charles Maurice, qui est un des grands critiques d'art français de l'époque, qui a publié notamment le Noa Noa de Gauguin, Charles Maurice écrit un article qui s'appelle « À qui la couronne ?» Et il souligne dans son article l'affluence des étrangers allemands à l'exposition de Matisse et remarque que ses admirateurs allemands, lui aussi il remarque, lui ont envoyé une couronne d'or. C'est bien sûr une légende. André Salmon, autre critique d'art de l'époque, proche de Picasso, proche des cubistes, va s'emparer de l'affaire. Et il écrit dans un article en 1912, toujours à propos de cette couronne, il écrit, je cite, « Henri Matisse est seul, cet homme célèbre, enrichi par l'art, peintre couronné, n'a fait d'élèves que dans les faubourgs, ceux de Paris et plus particulièrement dans les venelles russo-américaines de Montparnasse, dans les petites rues russo-américaines de Montparnasse, et ceux de Munich, de Berlin et de Moscou. Apollinaire, le grand critique et poète français, est d'ailleurs l'un des rares à ce moment-là à prendre la défense de Matisse. Il écrit « N'a-t-on pas vu récemment la presse tout entière, et y compris ce journal, le journal dans lequel il écrit, le combattre avec une rare violence ? Nul n'est prophète en son pays, et tandis que l'acclamant l'étranger acclame la France, celle-ci se prépare à lapider un des artistes les plus séduisants de la plastique contemporaine. » Mais l'article le plus virulent de l'époque et le plus anti-germanique de l'époque est celui qu'écrit donc Roland d'Orgelès, article ouvertement xénophobe qui est publié dans un journal satirique qui s'appelle Le Fantasio, donc en décembre 1910. Donc je cite un petit passage de ce texte, passage qui je pense a été aussi très remarqué, mais surtout qui est très caractéristique de l'opinion que l'on pouvait avoir de Matisse à ce moment-là. Monsieur Matisse a un visage grave de Herr Professor.
Monsieur Matisse est un cher maître. Monsieur Matisse a des disciples. Monsieur Matisse est le chef d'une école où communient dans son admiration des Wurtembergeois, des Moraves, des Lituaniens et des esclavons. Je ne sais pas ce que c'est que des esclavons. Et plus loin. Les produits de Monsieur Matisse se vendent des prix fous. Des musées allemands lui achètent ses toiles. Et les hôtels qu'il décora ne se comptent plus. La sévérité est son masque ordinaire, et les promeneurs qui le voient chaque matin passer à cheval dans les allées du bois sont persuadés que ce jeune homme à la barbe soucieuse et au bésicle austère est un attaché militaire allemand. Donc vous voyez, on fait de lui et de son aspect sérieux et professoral, on l'a utilisé pour faire de la critique xénophobe et pour dire voilà, Matisse est un Allemand. Alors, il est vrai que Matisse, à ce moment-là, se présente souvent dans les photos avec sa blouse blanche et ses petites lunettes cerclées d'or, notamment, on le voit ici dans cette célèbre photo du photographe Steichen, ou d'un celle de Coburn, qui est un petit peu plus tard, en 1913. Alors, voilà, c'est cet aspect du maître qui a été utilisé pour dire, voilà, cet aspect de Herr Professor. Alors, pour comprendre la critique de Dorgelès, il faut aussi la replacer dans les milieux montmartrois de l'époque. Dorgelès est une des figures de Montmartre, il est proche aussi de André Salmon et de ce qu'on appelle la bande à Picasso. Et ils ont fait en 1910 un canular, que vous connaissez probablement, où ils ont fait peindre par un âne un tableau, l'âne qui vont, sous le nom, ils vont appeler l'auteur de ce tableau Boronali et le présenter au Salon en 1910. Donc c'était un canular, bien sûr. Donc il est tout à fait possible que le deuxième canular que nous connaissons, il va dans cette lignée-là. Donc qu'est-ce qu'ils font? La bande à Picasso, Dorgelès, Mac Jacob, ils vont se servir de ces affiches qui sont alors placardées à Montmartre, qui sont des affiches c'est une campagne contre l'absinthe, parce que l'absinthe était trop consommée. Et donc ils vont barrer le mot absinthe, et dans toutes ces affiches qui étaient placardées à Montmartre, le barrer et le remplacer par Matisse. Donc Matisse rend fou. Tout le faubourg montmartrois était placardé de ces affiches, Matisse rend fou. Je n'ai pas retrouvé l'affiche dans laquelle on voit Matisse, et il n'y a pas de photo non plus. Mais c'est une histoire qui a été rapportée de l'époque. Alors, il faut replacer aussi cette rivalité entre fauve et cubiste dans la montée du nationalisme de l'époque. Donc, nous sommes en 1912 désormais. Et au Salon d'automne de 1912, il y a une vive polémique, une affaire qui est arrivée jusqu'à l'Assemblée nationale en France. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, parce qu'on voulait rejeter du Salon d'automne les étrangers, qui étaient trop nombreux. On voulait faire barrage, je cite un article qui est paru à ce moment-là, on voulait faire barrage à l'invasion des métèques sans talent, ou alors, je cite Vauxhall, l'inventeur du terme fauve, qui fut aussi l'inventeur du terme de cubisme, qui écrit qu'au Salon, il prend parti contre les étrangers, et il écrit qu'au Salon, il y a un peu trop d'Allemands et d'Espagnols dans l'affaire fauve et cubiste, et que Matisse, il regrette que Matisse se soit fait naturaliser berlinois. Et c'est dans ce contexte ultranationalistes que Glaise et Metzinger vont publier en 1912 leur petit livre du cubisme, dans lequel d'ailleurs le cubisme est présenté d'une manière nationaliste. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de faire de ce mouvement, dès ce moment, un mouvement qui soit plus spécifiquement français.
Donc on comprend donc que dès 1912, les rivalités entre fauve et cubisme ont pris un tour qui est non seulement artistique, mais qui est devenu beaucoup plus politique. Vous voyez, dans ce contexte de la montée des nationalistes. En 1912, André Salmon, qui a toujours été très critique à l'égard de Matisse, très critique parce qu'il défend les cubistes, il écrit d'une manière assez dure, il écrit, je cite, « Ce maître qui régenta une académie ne fut pas un chef. À vrai dire, il ne fut que maître d'école. L'enseignement d'Henri Matisse n'aura guère été recherché que parce que l'étranger envoie à Paris d'artistes secondaires, et si en Allemagne quelques jeunes peintres traduisent Matisse, comme les vaudevillistes berlinois traduisent nos dramaturges, les salons français sont de moins en moins encombrés de matisseries moscovites ou scandinaves. » De l'autre côté, du côté allemand, c'est pas mieux. En fait, la plupart des artistes allemands qui ont fait partie de ce cercle du Dôme, finalement n'arriveront jamais à percer en Allemagne parce qu'on a considéré qu'ils étaient trop français ou qu'ils étaient trop inspirés de l'art français. Et aussi, ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important, c'est que c'est précisément en 1912, alors qu'avant 1912, on parlait, quand on évoquait le phénomène de l'avant-garde, on parlait aussi bien d'expressionnisme ou de fauvisme, c'était deux termes équivalents pour parler de la couleur. À partir de 1912, on a parlé en France de fauvisme et en Allemagne d'expressionnisme. C'est à ce moment-là que les deux termes ont vraiment commencé à désigner deux mouvements français d'un côté, allemand de l'autre. Mais avant, on ne parlait de la même chose quand on parlait de Fauvisten ou d'Expressionisten. Et je voudrais conclure cette intervention par le Madras rouge et en vous citant une note inédite d'Apollinaire de 1913 qui revient justement sur cette imbrication originelle du fauvisme et de l'expressionnisme. Il écrit « Ce mouvement des fauves s'est vite répandu dans l'univers des peintres. Il visait avant tout à l'expression, et c'est ainsi que le nom d'expressionnisme qui lui a été donné en Allemagne convient bien à ce mouvement. Expressionnisme et expressionniste, ces appellations venant de la tête d'expression exposée par Matisse au Salon d'automne de 1907. Merci de votre attention.